Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 103. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère comme d'habitude que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que j'ai décidé de vous faire entrer un peu dans l'univers Money Brand en partageant avec vous un mini coaching ou une mini transmission, dans le fond, que j'ai donné dans le groupe, dans mon groupe fermé, dans le fond, le groupe privé de Money Brand, et dans lequel je parlais d'un sujet qui me tient extrêmement à cœur ces temps-ci et qui est de plus en plus top of mind pour moi et qui est tout ce qui implique cette fameuse suprématie de l'optimisation. Hein? Puis quand on parle d'optimisation, on parle de rentabilité, on parle de retour sur investissement, on parle de contrôler les circonstances dans lesquelles on arrive à certains résultats. Et vous savez, si vous me suivez maintenant depuis quelques années, genre, de plus en plus, cette réflexion devient fondamentale parce que c'est elle qui va codifier la façon dont on va non seulement ressentir notre entreprise, mais aussi juger notre succès. Et je l'ai observé énormément auprès de mes clientes, mais aussi auprès de moi-même. J'ai vu mon évolution parce que moi aussi, hein, je dois me coacher. J'ai mes propres coachs, j'ai mes mentors qui m'aident à voir ces moments-là où j'établis une certaine force sur la vitesse à laquelle je dois atteindre certains résultats, la manière dont je me vois atteindre certains résultats, qui fait que parfois, cette espèce d'obsession du contrôle sur le résultat ou sur le processus fait qu'on perd de vue ce qui est réellement important et qui est dans le fond, le chemin, ou du moins les aptitudes, les compétences qu'on est en train de développer pendant qu'on fait ça, ou ne serait-ce que la compétence de prendre des décisions ancrées. Puis là, si vous n'avez pas encore vu, mais là, je vous invite à aller regarder ça, toute cette réflexion autour de l'optimisation, de la maximisation, de la rentabilisation, c'est quelque chose qui m'a amené à revoir aussi comment j'amène mes clientes ou j'encourage mes clientes non seulement à évaluer leurs objectifs ou évaluer leurs efforts ou évaluer leur travail et parallèlement à planifier, structurer et créer un cadre pour pouvoir supporter leurs objectifs ambitieux. Parce que là, vous allez comprendre aussi que mon but avec la conversation qu'on va avoir aujourd'hui, ce n'est pas de dire tout objectif est mauvais ou on ne peut pas améliorer certains processus ou des choses comme ça, mais bien de faire attention à cette obsession de l'optimisation ou de l'optimalité qui fait qu'on perd de vue bien souvent que cette obsession est basée dans une angoisse fondamentale de perdre le contrôle ou de manquer quelque chose. Donc, je vous laisse avec ce segment et je vous invite à vous inscrire à la masterclass « Comment se fixer des objectifs non oppressifs » qui va avoir lieu à la fin octobre, un prix complètement abordable. Hein?
on va parler de ça, on va parler de ce paradigme-là de la productivité qu'on doit changer et aussi on va parler de comment rentrer dans une façon de se fixer des objectifs qui, encore une fois, vont nous permettre d'atteindre les résultats qu'on souhaite pour nous-mêmes, mais surtout de le faire d'une façon qui est durable, respectueuse de soi, de ses cycles, de ses ressources et aussi qui va mener à une entreprise qui va pouvoir perdurer dans le temps et tout en étant lucrative et en rencontrant de la croissance organique et naturelle. Donc, rendez-vous sur les liens de l'épisode ici pour la masterclass sur les objectifs non oppressifs. Sinon, rendez-vous sur les liens en bio sur Instagram ou quelque chose comme ça. Vous allez les trouver facilement. Et je vous laisse avec le segment justement sur l'optimisation et la maximisation. Et j'ai très, très hâte de savoir ce que vous en aurez pensé. Salut Money Brand, salut Money Gang, comment vous allez? Hein? Comment ça va aujourd'hui en cette fin du mois d'août, cette fin d'été? Pour plusieurs, il y a la rentrée scolaire qui est en cours. Comment ça a été l'été? Ça serait intéressant de faire un petit check-in peut-être avec nous ou avec vous-même pour voir comment vous avez passé la saison. C'est sûr qu'on va faire un Vision Party à la fin septembre, mais je trouve que la rentrée scolaire, souvent, il y a une nouvelle énergie qui s'installe et ça vaut la peine de peut-être juste prendre un moment puis se dire, est-ce que j'ai vécu l'été que je voulais vivre? Est-ce que je suis particulièrement en proie à certaines émotions, certains feelings? Qu'est-ce qui se passe, tu sais, quand on fait un petit check-in? Alright. Je reviens personnellement de quelques jours, c'était vraiment même pas 3 jours, dans un chalet. C'était intéressant, dans le sens que c'était un très petit chalet. Et on dirait que ça a activé la partie de mon cerveau qui a besoin de régénérescence et de se reposer, ce qui fait que je suis revenue beaucoup plus fatiguée que je pensais de ces vacances. Ce qui est correct, ça veut juste dire que je dors plus et que je fais moins ces temps-ci. Ce qui est correct aussi parce que ce que ça fait, c'est que ça challenge les systèmes que j'ai en place, ça challenge aussi mon équipe, puis comment je travaille aussi dans la création, alors que physiquement, j'ai besoin de repos, puis les changements de saison, c'est toujours ça aussi. Il y a comme un recalibrage au niveau physique qui s'installe. Bon, je voulais vous parler de quelque chose de vraiment spécifique. Si vous voyez la petite description, je dis 2 nouveaux mots que j'interdis, puis j'espère que vous comprenez que je le fais un peu de façon... Tu sais, je le dis un peu d'une façon drôle, tu sais, il n'y a pas naturellement la baguette de la maîtresse qui va vous taper sur les doigts, mais je l'ai dit comme ça parce que je pense que c'est important que ça nous rentre dans la tête. Et c'est 2 mots que j'entends souvent, puis là, celles qui le font vont se reconnaître, mais sachez que pourquoi je fais ce message-là, c'est parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup travaillé aussi et qui m'activait aussi énormément, ces 2 mots-là. Et les 2 mots dont je veux qu'on parle aujourd'hui, c'est optimiser et maximiser. OK? Puis, je l'ai vu dans certaines questions, je le vois dans certaines critiques, je le vois quand je parle avec certaines d'entre vous. Et ces mots-là, et encore une fois, je tiens juste à dire que c'est des mots que j'utilise énormément dans ma vie. Et pendant longtemps, j'étais une queen de l'optimisation. Et c'était mon jeu avec moi-même, surtout quand j'avais énormément de responsabilités. J'avais 3 jobs, j'étudiais à temps plein, j'essayais d'avoir une vie sociale, j'essayais de m'entraîner, j'avais toutes ces choses-là. Fait que pour moi, optimiser le temps, c'était essentiel. Optimiser mon énergie, mes ressources, c'était absolument essentiel aussi. Mais là, aujourd'hui, je veux qu'on parle de ça parce que
cette obsession de toujours tirer le maximum et de chercher le meilleur et de chercher la voie qui va avoir un avantage de plus que les autres, bien souvent, ce que ça va créer chez nous, ça va être de l'angoisse et cette angoisse peut se manifester et elle s'est manifestée et elle se manifeste pour plusieurs d'entre nous, pour plusieurs d'entre vous, comme une paralysie, de la confusion, de l'angoisse. De l'angoisse de ne pas prendre la bonne décision. Fait que je vous ai déjà raconté cette anecdote où est-ce que je me disais, bon, ben, je la raconte tout le temps parce que c'est une anecdote charnière dans les derniers mois où je décidais, est-ce que je prends le deuxième mastermind, en plus du mastermind que j'ai déjà, ça va se chevaucher, ça va... Et les réflexions que j'avais autour de ça, c'était comme, je serais pas capable de donner autant aux deux. J'essaye de trouver le choix optimal. Est-ce que le choix optimal, c'est que j'attende 3 mois, puis que là, j'ai fait tant de lancements, puis tant d'argent, puis tant de ci, puis tant de ça pour rejoindre le deuxième mastermind, alors que une autre partie de moi était comme, oui, mais c'est maintenant que je le veux, puis c'est maintenant que je veux faire ce travail-là, puis c'est, tu sais. Fait que j'avais genre des choses qui me tiraillaient en moi, puis j'étais comme bloquée, confuse, parce que j'étais dans cette vision qu'il y avait un choix qui était meilleur que l'autre. Et ce que je veux vous encourager à réfléchir et à vraiment vous asseoir avec cette idée, et c'est ce que moi, personnellement, ça a été vraiment comme un déclic pour moi, c'est de dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, les deux choix sont équivalents. Les deux choix sont équivalents et les deux choix vont probablement me mener à la même destination. Fait que cette idée de optimaliser ou maximiser, je regarde les mots que j'ai écrits ici, optimiser ou maximiser, à quelque part, c'est une non-question, c'est un non-problème. Parce qu'on va arriver exactement à la même place. Peut-être qu'un va aller plus vite que l'autre, mais ça, on peut pas le savoir, on peut pas le découvrir, parce que il n'y a pas en soi de choix objectivement meilleur que l'autre. Ce qui arrive quand on focus sur l'optimalité, c'est qu'on attend que les circonstances qui sont externes à nous nous donnent la solution, nous donnent la voie à suivre. Si je calcule suffisamment toutes les possibilités, par exemple, là, je vais faire un lancement dans les 3 prochains mois, mon lancement va me générer genre X 1000 $, avec ce X 1000 $, je vais pouvoir ensuite mettre un dépôt sur telle affaire qui va ensuite me permettre de commencer à travailler sur telle chose, dadadidadada. Cette réflexion autour de l'optimalité, c'est un désir de contrôler des circonstances ou d'aller chercher des réponses dans les circonstances qui, ultimement, sont des fabulations. Des fabulations parce qu'il n'y a aucun moyen pour nous de savoir qu'est-ce qui se cache au détour de ces décisions-là. La seule chose qu'on peut être 100% ancré et en connaissance, c'est ce qui se passe là aujourd'hui par rapport à nos circonstances. Donc, rechercher l'optimalité puis aller mettre dans le futur ou dans des tergiversations ou dans des assumptions de variables sur lesquelles on n'a aucun contrôle, ultimement, ça fait juste ajouter de la confusion parce que, justement, on n'a pas de contrôle là-dessus et ça dévie notre regard de notre choix ancré en date d'aujourd'hui, qui est la connaissance la plus pure qu'on peut avoir de la vérité, qui est notre connaissance en date d'aujourd'hui, ancrée dans les circonstances actuelles. Donc, aller chercher à l'extérieur les preuves de ce qu'on doit faire, rechercher cette optimalité, savoir comme essayer de calculer d'avance
qu'est-ce qui va être le meilleur move, dadadi, dadada. C'est cool quand on réfléchit à un jeu d'échecs dans lequel les variables sont limitées. Tu sais, il y a beaucoup de variables, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de chemins, mais elles sont quand même limitées comparées à les variables qui existent dans notre quotidien ou dans notre day-to-day. Fait que quand on focus sur ce choix unique et ultime, ou quand on est dans ce doute-là, c'est surtout parce qu'on cherche cette suprématie dans une décision qui ne viendra pas, premièrement. On essaye de déresponsabiliser aussi la décision en disant « ben là, j'ai calculé X, Y, Z et X, Y, Z me dit que je devrais agir comme ça. » Et il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire par rapport à ça. Puis là, ça m'a échappé, mais ça va revenir. Se déculpabiliser et... bon, le fait est que, genre, c'est ça, on prend pas la full responsabilité aussi de savoir que on est capable, là, maintenant, de prendre une décision, même si cette décision est ancrée dans l'intuition. Tous les choix sont bons et légitimes. Ah, oui, c'est ça que je voulais dire. La grande peur qu'on essaie de faire taire, minimiser, c'est la peur de manquer. De manquer le train, de manquer une opportunité, de manquer des clients, de manquer d'argent, de manquer notre vie, de manquer notre présence aux autres. Tu sais, on est toujours en train de voir comment est-ce qu'on peut optimiser de façon à ce qu'on manque le moins possible. Mais dans la notion où le choix est abondance, et donc pas une possibilité de manque, et qu'on sait que, de toute façon, on est capable de créer les conditions, peu importe le choix qui va être, pour obtenir ce qu'on veut, le manque a plus lieu d'être. Comme par exemple, là, je reprends mon exemple de Mastermind. Une des choses que j'avais extrêmement peur, c'était manquer d'argent, parce que j'avais la confiance peut-être que j'avais aussi dans ma propre entreprise, elle est faible à cause des circonstances ou peu importe. Et je me disais, mais là, genre, il faudrait que j'aie plus d'argent dans mon compte en banque pour être capable de faire cet investissement-là en date d'aujourd'hui. Donc, j'avais peur que l'argent n'allait pas re-rentrer, que j'allais, genre, être dans un manque. L'autre chose qui me faisait peur, c'était, je vais pas avoir de temps, je vais manquer d'énergie, je vais m'overwhelm, je vais m'épuiser en ajoutant des choses comme ça dans mon assiette. Mais là, la réflexion qui était, mais si tout ça c'était faux et j'étais capable que j'aie 2 masterminds ou que j'en ai, tu sais, que j'aie 2 masterminds ou que j'en ai aucun, je suis capable d'être épuisée. Je suis capable, genre, d'être fatiguée. Que j'aie 2 masterminds, que j'en ai un ou que j'en ai aucun, je peux aussi me sentir libre. Ne pas me sentir submergée parce que j'agis pas en contexte de manque, je vais pas être en train de surconsommer ou de faire des choses qui sont pas en accordance avec comment je veux me sentir dans le day-to-day. Comprenez ce que je veux dire? C'est comme, on a le choix à tout moment de ne pas sentir le manque. Parce que la réalité est que si on a le choix, on est déjà en abondance. Donc, tous les choix sont bons et légitimes. Le fait d'avoir un choix est une marque d'abondance. Et tous les choix vont nous mener à la même destination. Il y en a peut-être un qui va prendre plus de temps. Il y en a peut-être un qui va être fait d'une façon où on va devoir faire plus de fixe. T'sais? C'est comme dire, genre, est-ce que je prends l'autobus ou l'avion pour me rendre à destination? Il y a des pour et des contre pour chacune des décisions.
Mais ultimement, c'est comme, est-ce que j'ai envie d'aller en bus ou j'ai envie d'aller en avion? Ça va être vraiment la chose qui va déterminer, tu sais. À moins que là, genre, il faut que j'arrive exactement à telle heure, puis il n'y a aucune façon que le bus se rende, mais là, à ce moment-là, c'est pas un choix. Là, j'ai pas le choix. Là, genre, il faut que je prenne l'avion, genre, j'ai pas le choix. Fait que quand vous êtes devant un choix ou quand vous voyez que votre cerveau vous amène vers « je cherche l'optimalité », OK? Ce que je veux vous encourager à faire, c'est de dire où est-ce que, 1, j'ai peur de manquer, 2, je suis pas prête à prendre la décision par moi-même et la owner à 100%. Ou je me fais pas suffisamment confiance pour prendre cette décision. Bon. Je vous encourage à réfléchir à ça. Je sais que c'est pas évident c'est pas toujours évident de faire ce switch-là. Parce qu'on le ressent pas souvent. On est comme, non, mais il doit y avoir une meilleure solution qu'une autre. Il doit y avoir... Fait que, tu sais, à chaque fois qu'on cherche le meilleur, le maximum, l'optimisation, etc., c'est qu'on met les choses dans une hiérarchie alors qu'elle n'existe pas, cette hiérarchie. Elle est complètement arbitraire. La seule chose qui existe, c'est comme là, dans le moment présent, selon les circonstances actuelles. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je désire? Où je veux aller? Qui je veux être pendant que j'y vais. Puis ça va vous mener vers une décision, sachant très bien que l'autre décision était tout aussi bonne, vous auriez pu prendre l'autre décision, vous pouvez à tout moment revenir à l'autre décision, ou, si c'est passé, ben là, vous acceptez les conséquences. Tu sais? Puis, c'est de voir aussi, est-ce que les conséquences vraiment sont si graves que ça? Tu sais? Ça va me prendre 6 mois de plus au lieu d'en prendre 3 d'arriver à destination, puis encore là, on le sait pas, parce qu'on n'est pas capable de voir le futur. Tu sais, je veux dire, l'important, c'est juste de prendre la décision, la owner, être souveraine dans cette décision et être capable d'avancer puis de dire, bon, voici, j'ai exercé mon leadership, j'ai pris une décision, on avance avec ça. Alright tout le monde, voici ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je serais curieuse de vous lire, de vous entendre là-dessus. Et on se dit à très bientôt. Salut les ambitieuses! Si tu résonnes avec le contenu que je te partage ici dans ce podcast, alors c'est que tu es prête à entrer dans l'univers de Money Brand. Money Brand, c'est mon programme unique de savoir-être entrepreneurial qui plonge avec toi autant au niveau de tes stratégies d'affaires, de visibilité et de positionnement que de ton mindset d'entrepreneur pour t'amener à assumer pleinement tes ambitions, embrasser ton identité d'experte et connecter avec les gens qui ont le plus intensément besoin de savoir qui tu es. Money Brand, c'est pas juste un programme de coaching et des stratégies marketing, c'est aussi une communauté tissée serrée, des réflexions en profondeur, du support hebdomadaire, des rires, parfois des pleurs et des grands chamboulements qui vont te faire sentir pleinement en vie et pleinement épanoui dans ta business. Alors, si tu es prête à transformer ton entreprise en un véhicule puissant d'épanouissement qui feel aussi bien dans ta tête que dans ton cœur et ton portefeuille, la première étape, c'est de venir nous parler de toi dans le formulaire de candidature. Sache que remplir le formulaire ne t'engage absolument à rien d'autre que d'avoir un beau tête-à-tête avec ta business, ta vision et tes valeurs, en plus de te donner accès à mon atelier « Comment établir une marque à la hauteur de ton potentiel, sans compromis sur tes ambitions, ton lifestyle ou ta personnalité. » Pour envoyer ta candidature, c'est facile. Rends-toi sur aime-ta-marque.com/moneybrand. Je répète, aime-ta-marque.com/moneybrand.